Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle, enregistrée dans des conditions particulières, loin de notre habituel studio, chez moi derrière mon ordinateur, comme les 9 invités que je vais bientôt recevoir, 9 comme nos 9 territoires d'outre-mer. Nous avons été pendant de longues et difficiles semaines séparés les uns des autres, alors nous avions envie d'être tous ensemble, où que nous soyons dans l'océan Pacifique, l'Atlantique, les Caraïbes et l'océan Indien. Bonjour à tous et merci infiniment d'être avec nous. Bonjour à la Guyane, à la Polynésie, à Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne vais pas tous vous citer évidemment. C'est un exploit d'être unis tous ensemble ce soir. Évidemment, la pandémie, elle a été très différente pour chacun d'entre nous, mais je crois qu'on a dans le confinement appris une chose, c'est que nous avions tous besoin les uns des autres et que nous avons tous chacun à notre mesure mis en place des actes de générosité. Alors comment cette générosité est entrée dans nos vies? Est-ce que c'est un signe pour inventer une société différente de demain, celle de la fraternité? C'est ce que nous allons c'est ces questions que nous allons nous poser dans cette émission. On va commencer avec le seul département à ne pas être déconfiné, Mayotte, dans l'océan Indien, parce que malheureusement, la pandémie progresse encore et on va en parler avec Jenny Pradel, qui est une jeune bénévole en service civique pour le Secours catholique et qui avait comme mission de créer du lien social avec des jeunes. Alors, comment on crée du lien social en confinement, Jenny? Alors on essaye en confinement, mais c'est plutôt compliqué. Avec l'association dans laquelle je travaille, on propose de distribuer des bons alimentaires aux personnes qu'on suit dans l'association. Et pendant ces distributions, on essaye au maximum de prendre de leurs nouvelles, euh, de cerner les problématiques auxquelles ils sont confrontés pour pouvoir rester avec eux et les soutenir au maximum. Quelles étaient les principales problématiques qu'ils vous ont exprimées? Alors pour beaucoup, ils vivent grâce à des activités qui ont été interrompues avec le confinement. Donc en vendant notamment des produits sur le bord des routes, etc. Donc ce qui était plus possible. Donc les besoins primaires en fait, manger, pouvoir avoir accès aux produits d'hygiène et bien sûr se confiner tout simplement. Parce qu'à Mayotte, il y a des gros problèmes de logement et le confinement, il est souvent impossible dans des habitations en tôle à beaucoup de personnes. Voilà. Oui, quand on est une famille de 10. Alors, vous parlez de, voilà, des besoins de première nécessité, alimentaires notamment. Euh, vous restez avec nous parce que ça fait partie aussi des leçons qu'on a apprises de cette pandémie, pouvoir manger et comment et manger local. On va en parler avec un exploitant agricole en Guyane, Christian Epailly, qui est avec nous, qui est président de la FDSEA, un important syndicat agricole. Christian, est-ce que vous êtes avec nous? Tout à fait, oui, je suis là. Vous avez, pendant le confinement, mis des marchés éphémères en place pour apporter des produits frais à la population. Est-ce que c'est les circuits courts du producteur au consommateur, c'est quelque chose qui peut être pérenne dans l'économie guyanaise? Oui, tout à fait, car je suis responsable d'un marché de producteurs sur Cayenne depuis 4 ans, où on fait le circuit court producteur-consommateur. Donc, par rapport au confinement, il y a, beaucoup de producteurs perdaient leur production, on n'avait pas écoulé la production. Et de l'autre côté, il y avait un grand besoin, on était appelés de partout, par les personnes âgées, par les associations, qui n'avaient pas suffisamment de nourriture à fournir aux gens qui étaient confinés. Donc, on s'est mis d'accord avec une première collectivité, la mairie de Cayenne, pour mettre en place des marchés éphémères sur la commune de Cayenne.
Et après, les autres communes ont pris en compte nos actions. Donc, on a retrouvé les actions que nous avons menées sur Cayenne, parce que nous travaillons comme en étroite collaboration avec les services de l'État. C'est quand même très important parce qu'il y avait un problème de confinement, il y avait des règles d'hygiène à respecter. Donc, l'ensemble des communes aux environs de Cayenne ont tous pris en compte notre initiative au niveau du syndicat sur Cayenne. Donc, on a vu Matoury, même les communes de l'intérieur de la Guyane à Patou, on a organisé des marchés éphémères qui marchent très bien. Et les gens nous demandent de rester, mais on ne peut pas rester dans le marché éphémère. On essaie de relancer notre marché de producteurs dès la semaine prochaine. Mais pour le moment, cette semaine, nous allons terminer les marchés éphémères sur les communes dont nous étions responsables. Et il faut reconnaître que ça a très bien marché. Alors, Et les vous gens avaient avez de accès la aux terre, produits frais. oui, vous avez de la terre, vous avez de la main-d'œuvre, vous avez une terre nourricière qui est très riche. Est-ce qu'on peut imaginer redonner enfin son heure de gloire aux produits pays et ne pas toujours être dans l'importation alimentaire? Oui, mais tout à fait. Ce matin, j'étais en discussion avec une grande surface qui est à côté d'un marché producteur. Maintenant, ils s'intéressent beaucoup plus à la production locale. Et les Guyanais, d'une manière générale, recherchent beaucoup la production locale, les produits frais par rapport aux produits importés. Donc, c'était l'occasion aussi pour les gens de découvrir nos produits locaux. Et finalement, il y a eu de très bons débouchés. On a eu très grand engouement. Et maintenant, il y a un engouement où il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant planter dans leur coin de jardin des petits des légumes. Donc, ce confinement a permis aux gens d'ouvrir un peu leurs yeux, de découvrir autre chose au niveau de la Guyane. Alors, vous restez avec nous parce que on a vu effectivement la distribution des bons à Mayotte. Là, vous nous parlez de l'exploitation de la terre et on va se connecter avec Gabriel, qui est chef à Nouméa, Gabriel Levionnois, et qui pour lui a mis en place avec d'autres chefs des actions solidaires de distribution de repas avec les soignants. Mais d'une manière plus générale, pour vous, la société de demain, elle passe par l'assiette. Qu'est-ce que ça veut dire, Gabriel? Alors, passer par l'assiette, ça veut dire améliorer ce qu'on va manger. Donc, au bout de la fourchette, il y a une des solutions pour que on puisse vivre mieux, vivre plus longtemps et vivre ensemble. Alors, est-ce que ça veut dire que, comme l'a dit Christian, vous venez d'entendre, c'est aussi avoir des produits pays et ne pas être toujours dans nos îles et dans nos territoires, être dépendant de l'importation? C'est ça, on parle beaucoup d'autosuffisance. Euh, En tout cas, il faut pouvoir produire à manger, pêcher, aller à la chasse, cueillir, l'agriculture familiale aussi. Et comment on peut avoir accès, nous, en tant que restaurateurs, chefs de cantine, à ces produits-là pour mieux nourrir nos clients et pour mieux nourrir notre population. Est-ce que vous, Christian, je reviens, est-ce que l'autosuffisance dont parle Gabriel, est-ce que c'est quelque chose qui est possible en Guyane? Par exemple, sur les fruits et légumes, sur les légumes, on arrive à satisfaire près de 85 à 90% du marché des besoins locaux. Donc actuellement, il y a d'autres produits qu'on va essayer de mettre en avant par la transformation, car je mets en place une unité de transformation d'ici la fin de l'année pour permettre aux Guyanais de consommer des produits locaux. Par exemple, les tubercules, on a vu pendant le confinement la forte demande des Guyanais sur tout ce qui est tubercules, sur les patates douces, les ignames et tout ça. C'était quand même assez impressionnant. Et je pense que d'ici l'année prochaine, je serai opérationnel avec des produits frais, garantis zéro pesticide, qui va être mis sur le marché en Guyane d'ici le début de l'année prochaine. Parce que je travaille toujours dans le sens du consommateur et de faire plaisir quand même au consommateur, qui est quand même prioritaire. Est-ce que vous, Gabriel, en tant que chef, vous travaillez avec des exploitants agricoles? Oui, bien sûr. Je me reconnais beaucoup dans ces paroles. Et, et finalement, nous, on s'est mis sous cloche en Calédonie, dans une bulle. On a carrément fermé l'île. Et c'est là que l'on voit qu'il faut pouvoir se mutualiser, s'entraider entre producteurs, chefs de cantine. En fait, tous les acteurs du bien manger doivent s'unir pour pouvoir mieux consommer, mieux travailler, mieux cuisiner, en fait. Donc ça, c'est une des pistes de réflexion, peut-être que on peut garder après cette crise qui a frappé vraiment tous nos territoires. Alors, on parle de l'alimentation. Alors, je vais très très vite, mais je voudrais que voilà, on va poursuivre un peu notre tour du monde. On était dans le Pacifique, on va aller en Polynésie
retrouver une autre forme de solidarité qui passe pas par l'assiette, mais qui passe par la musique. On retrouve Taïmana qui est avec nous, qui est Taïmana et Lacotte. Vous êtes tués parce qu'on se tutoie en Polynésie. Responsable d'un collectif d'artistes et tu as organisé une levée de fonds avec un concert solidaire en avril dernier. C'était important de remonter le moral et de mettre du baume à l'âme polynésienne par la musique. Effectivement, c'est important pour nous Polynésiens. Le confinement, c'était très difficile. On a un peuple de la mer, on a un peuple ouvert sur la nature et on a un peuple qui aime la musique. Et donc, de pas ne pouvoir se retrouver, ne pas pouvoir jouer ensemble, c'était très difficile, même pour les artistes. Et c'était une demande qui émanait des artistes. Ils voulaient faire quelque chose pour ce Covid-19, à la fois apporter de la joie. C'est pour ça que le nom du concert, c'était Aho Paruru. Ça veut dire en tahitien le souffle protecteur. Il fallait redonner un peu de respiration à ce peuple en apportant de la musique. Et si en contrepartie de ce bonheur qu'on partageait avec eux, ben, ils pouvaient partager aussi un peu d'argent pour des causes solidaires, ben, c'était un peu voilà l'objectif de ce concert. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? À quoi il va-t-il servir? Donc là, on a fermé la cagnotte, on l'a fermée à peu près 25 000 euros, donc c'est pas mal pour une cagnotte solidaire. Et on a identifié plusieurs associations, on a réuni un comité de sélection, donc à la fois avec notre association, à la fois avec une fondation qui est plus experte que nous pour déterminer les besoins. Et effectivement, on va envoyer cet argent sur plusieurs associations qui aujourd'hui luttent pour la réinsertion économique et sociale liées au Covid-19. Donc, par exemple, les gens qui ont perdu leurs emplois, les gens qui ont perdu, qui ne peuvent plus manger aujourd'hui. Donc, on va essayer d'acheter des bons alimentaires, d'acheter des matériaux de construction pour toutes ces personnes. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre pour nous mettre du baume au cœur partout dans nos territoires d'outre-mer. On poursuit un petit peu ce round-up de toutes les initiatives que vous avez menées dans tous nos territoires et nos départements. Et on va commencer par la Martinique. Ça va, Serge? Ça va. Pandémie ou pas, Serge a l'habitude de compter sur les autres. Il est paraplégique depuis 27 ans, mais depuis le début du confinement, il se sent bien seul. Ouais, dans le confinement, j'ai pas beaucoup de visites, mais avant, j'en avais un petit peu. Alors il attend les livraisons de fruits et légumes, car désormais, le livreur est souvent son seul lien avec l'extérieur. C'est Elisabeth aujourd'hui qui endosse ce nouveau rôle avec plaisir. Ce sont des personnes qui, par moment, on peut éventuellement leur rendre un petit service, aller leur chercher une baguette au passage, passer un petit coup de fil avant pour essayer de voir si tout va bien et si ils n'ont pas besoin de quelque chose en urgence. Maintenir le lien avec les personnes les plus isolées devient aujourd'hui presque un devoir. Mayotte. Comme partout en France, le manque chronique de masques pousse à la créativité et la débrouille. Dans cette mercerie de Mamoudzou, les salariés sont devenus des couturiers chevronnés. Leurs doigts de fée ont transformé la boutique en véritable atelier de masques. L'idée, elle est venue principalement de ce manque et aussi par de nombreux professionnels de santé qui nous ont sollicités pour justement faire des masques en tissu parce qu'on a jugé que ces masques en tissu étaient mieux que rien. 100 masques fabriqués par jour, chiffre insuffisant sans doute, mais geste si réconfortant pour les soignants du département. Autre territoire, autre initiative solidaire, direction Nouméa en Nouvelle-Calédonie, quartier industriel de Ducos. Après les masques, l'autre urgence face à la pandémie était la production de gel hydroalcoolique. Dès le début de la crise, cette entreprise spécialisée dans les produits d'entretien a revu toute sa chaîne de fabrication. Le gel, conditionné dans les flacons de liquide vaisselle, a été donné en partie à la DAS du territoire. En Martinique, même les distilleries de rhum se mettent à produire du gel hydroalcoolique. Les 7 distilleries de l'île se sont entendues pour fournir l'alcool nécessaire à la fabrication du gel, livré pour l'instant par l'usine Saint-James à Sainte-Marie. Il était logique que dans notre démarche de responsabilité sociétale, sur une crise comme celle-là, nous soyons aux côtés des Martiniquais soignants et de sécurité pour leur apporter de la solution hydroalcoolique, nous producteurs d'alcool. Plusieurs milliers de litres de gel ont pu ainsi être produits et offerts au personnel soignant.
une générosité transversale et très riche et variée de tous nos territoires. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler des soignants qui sont nos héros du quotidien, des infirmières, des aides-soignants, des médecins. Et on va avoir le témoignage de Soumia, qui est en Guadeloupe, infirmière libérale et responsable du collectif des infirmiers libéraux. Merci Samia en tout cas d'être avec nous. Est-ce que cette terrible épreuve que vous avez vécue va faire bouger la société guadeloupéenne? Alors, on va essayer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'entraide citoyenne qui s'est mise en place sur le territoire qui font qu'aujourd'hui, ça va perdurer. Il y a des nouveaux modes des habitudes nouvelles qui sont maintenant instaurées depuis ce début de crise. Ça a été un petit peu fait par la force des choses, mais en même temps, il y a du bon, hein, pour rejoindre les collègues qui ont parlé tout à l'heure. Effectivement, au niveau des dons alimentaires, on a eu voilà, le collectif a organisé des dons alimentaires. Les infirmières libérales se sont mobilisées, ont pris dans leur jardin et ont offert aux Crous des denrées alimentaires. Donc, ça a été une des grandes actions. Il y a eu aussi au niveau des visières, alors l'ensemble du personnel soignant organisé par DJ Wheeler, et c'était une action très très importante parce qu'on était en pénurie de masques FFP1 et FFP. Et du coup, le fait d'avoir des visières et des masques FFP1, ça pouvait être une bonne alternative aux masques FFP2. Donc ça a été une grande action sur la Guadeloupe. Et je pense que on a eu une action vraiment solidaire qui fait. Alors voilà, on a donné des visières aux pompiers des Saintes. Il y a les pompiers de Martinique aussi qui ont donné des visières aux pompiers. Ça, c'était les kinés. Hein, on a donné des visières aux kinés aussi. Et donc, les pompiers de Martinique ont aussi donné des masques aux pompiers de Guadeloupe. Et cette solidarité va changer les mentalités, vraiment. Est-ce que vous avez accompagné les soignants qui étaient aussi en détresse psychologique? Est-ce que vous avez pu maintenir un lien? Parce qu'on a beaucoup parlé du lien que les soignants maintenaient avec les malades, mais qui maintenait les liens avec les soignants? Alors, effectivement, au niveau du collectif, nous sommes 600. Hein, le collectif est très récent, il a été créé en décembre et pour d'autres prérogatives. Et du coup, avec le Covid, il a été salutaire parce que ça a rassemblé les collègues, ça nous a permis effectivement de verbaliser nos angoisses sur le collectif et puis de mettre en place aussi des moyens pour organiser des dons entre nous. Hein, si on avait besoin de masques et qu'il y avait des collègues qui n'en avaient pas, on avait une solidarité entre nous, même pour des patients aussi, réaffecter les patients sur les secteurs, monter des tournées Covid, parce qu'il n'était pas possible d'intégrer Covid dans nos tournées alors qu'on avait déjà mis tout en place pour protéger nos patients. Donc, on a organisé des tournées Covid entre nous. Vous avez toujours eu le souci, malgré le confinement, malgré les mesures barrières, de maintenir le lien, ce lien, parce que nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin de nous voir, à défaut de pouvoir nous embrasser, nous prendre dans les bras. Alors, vous restez avec nous, Soumia, parce qu'on va aller juste à côté, en Martinique, retrouver Lionel Grandin, qui est directeur d'un centre social dans la commune du François, le quartier du Morne-à-Cajou, et qui, dans ses prérogatives d'animateur de foyer rural, a maintenu un lien coûte que coûte. Comment, Lionel? Oui, alors bonjour déjà à tous. Et oui, comme on a pu voir dans le reportage et comme elle le disait, c'est important, notamment sur la population âgée, de pouvoir maintenir ce lien social-là. Donc nous, on a privilégié le contact par téléphone ou par visio. On s'est un petit peu adapté aux outils. Et l'idée, voilà, c'était vraiment de pouvoir toujours maintenir ce lien-là avec des personnes isolées, de pouvoir leur proposer des services
Donc, par exemple, de l'accompagnement, il ne doit pas être en rupture d'accompagnement administratif, d'accompagnement social. On leur a aussi proposé des espaces d'écoute parce que certains vivre ce confinement de manière très isolée était parfois difficile. Donc, on avait une cellule d'écoute avec un psychologue et une coach en développement qui étaient proposés. Et puis aussi, certains profitent des activités qu'on met en place dans notre structure pour vraiment pouvoir se mettre du lien entre elles, mais enfin, je dis elles parce qu'il y a surtout des femmes, mettre du lien et pouvoir aussi voilà, penser à autre chose. Donc pour nous, c'était aussi important de vite rebondir et de leur permettre de se rencontrer. Et du coup, est-ce que ça va perdurer? Parce que Soumia disait qu'il y avait voilà, on allait apprendre de cette épreuve à maintenir ce lien, à rester solidaire, à maintenir le contact. Est-ce que les personnes isolées auxquelles vous avez fait très attention pendant ce confinement, vous allez toujours être avec elles ou vous allez reprendre vos habitudes, même si en tant qu'animateur, vous faites attention? Ah ben, l'idée, c'est vraiment, enfin, moi, je pense que, enfin, je partage totalement, je pense qu'il faut vraiment qu'on se serve de cette situation qui vient de se dérouler pour avancer. Donc, bien sûr, il y a des solidarités qui ont été mises en place, que ce soit par notre structure, que ce soit par les habitants eux-mêmes. Donc, il faut vraiment qu'on maintienne ces solidarités-là. Et nous, on est déjà en train de se réorganiser pour pouvoir maintenir ce lien-là. Et puis aussi, on se rend compte aussi que, bon, ça reste à confirmer, que cette situation-là nous a permis de revoir un petit peu nos manières de faire, notamment par l'utilisation de la visioconférence, etc. Et peut-être que ben, ça facilite la participation de certains parents, notamment enfin, quand on a fait une conférence sur les écrans qui est un petit peu liée aussi à la situation, parce que bon, les enfants sont beaucoup à la maison, donc comment gérer les écrans, etc. Bon, on s'est rendu compte que voilà, beaucoup de parents ont participé. Donc voilà, nous, on est vraiment dans cette démarche de pouvoir maintenir de tirer un bénéfice par rapport à après cette semaine, enfin ces semaines douloureuses. Vous parlez des parents, alors c'est une transition toute trouvée pour moi pour parler des conciergeries scolaires qui ont été mises en place par le Secours catholique à La Réunion, et c'est Michèle Vital, la présidente du Secours catholique de la délégation, qui va nous en parler. L'idée était toute simple, c'était de permettre à des familles qui ne pouvaient pas imprimer les devoirs des enfants d'avoir accès à ces documents. Sans forcément rentrer dans les détails de ces conciergeries scolaires, Michèle, qu'est-ce que vous avez constaté quand vous êtes allé distribuer ces devoirs? C'était aussi une façon d'aller vers, c'est très important pour vous, de maintenir le lien avec ces familles? Tout à fait. Pendant ce confinement, aller vers, c'était il fallait y aller. Et à la rencontre de ces familles, on sentait la détresse et on sentait que ces familles avaient besoin aussi de rencontres, avaient besoin de discuter. Et puis, on a découvert beaucoup de choses. Des familles, l'école à la maison, que c'était pas facile pour eux de faire l'école. Ils avaient peur de ne pas bien faire, de leur détresse, on sentait cette détresse, cette solitude. Et ça, le lien avec le Secours catholique, avec nos bénévoles, était un peu le lien avec l'extérieur. Parce que confiner chez soi, des fois se retrouver dans un appartement de petit avec 4 ou 5 enfants, c'est pas facile. Tout ça, ils nous ont remonté leur inquiétude, leurs difficultés, et c'était important d'entendre aussi. Très brièvement, Michèle, comment vous allez après non, parce que la crise malheureusement continue, on en est certainement, en tout cas pour la crise économique et sociale au début. Comment vous allez faire maintenant qu'on est plus ou moins déconfiné, en tout cas c'est le cas à La Réunion, auprès de ces familles? Mais avec ces familles, bon, l'école va reprendre le 18, mais beaucoup de familles ont peur de cette maladie. Ils veulent pas, ils hésitent, ils ont peur de mettre leur enfant à l'école. Ils ne se sentent pas en sécurité. Nous, on va continuer notre action, bien sûr. On va pas les laisser sans devoir, on va pas les laisser sans lien, et on continue et on respecte aussi de dire qu'ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. On les comprend. Donc de rester toujours attentif à ceux qui
qui ont besoin d'aide. Vous restez avec nous, mais je voudrais qu'on continue et le temps file, qu'on aille dans un archipel qui a été épargné par cette pandémie, Saint-Pierre-et-Miquelon, et c'est Patrick Lambruschini qui nous attend, qui est directeur de l'hôpital et de la maison de retraite à Saint-Pierre. On arrive dans la fin de cette émission. Comment vous réagissez par rapport à tout ce que vous avez entendu, Patrick? Écoutez, moi je suis assez admiratif de toute l'humanité et puis de toute la solidarité qui se développe dans les Outre-mer. Je pense que ça fait partie de la force de ces territoires de caractère qui savent être présents dans des moments de crise, et je trouve que nous sommes de très beaux exemples. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis ravie que vous le confirmiez. À Saint-Pierre-et-Miquelon, votre vigilance aujourd'hui va être surtout auprès des personnes âgées? Alors, à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous l'avez dit, nous avons été épargnés par l'épidémie. Nous n'avons eu qu'un cas de Covid-19 qui venait de métropole, et pour le moment, on peut se le dire, nous pensons que le virus ne circule pas. Pour autant, le territoire a été placé en confinement. Il vient d'être déconfiné en amont du déconfinement de la métropole. Et du coup, nous avons dû fermer notre établissement pour personnes âgées, notre maison de retraite Églantine, et notre unité de long séjour. Alors, ce n'était pas évident parce que, bien évidemment, rupture de lien des résidents avec leur famille et les familles, en fait, qui se sont substituées aux vraies familles de ces résidents, c'était nos soignants. Donc, fermeture, et les seuls à s'introduire dans les établissements étaient nos salariés. Alors, donc finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la Guadeloupe, c'était aussi les soignants qui maintenaient le lien. En tout cas, ce lien doit être vraiment la priorité. Vous restez avec nous, Patrick, mais je crois qu'on va, parce que on arrive à la fin de notre émission, et je voudrais laisser le mot de la fin à nos amis de Wallis et Futuna dans le Pacifique Sud, où Enelico nous attend, qui fait partie du groupe de l'eau vive. Alors, merci Malote Maoli, Enelico. Vous faites partie d'un groupe de prière l'eau vive. Vous avez été épargné par la pandémie, mais vous m'avez dit, j'ai prié. Pourquoi avez-vous prié, Enelico? Maria, bonjour Maria, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, je fais partie de l'eau vive. Et actuellement, nous sommes ici à Carmel de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est toujours dans la prière. Dans la prière, c'est-à-dire, on n'a fait que suivre les initiatives déjà prises au départ par Monseigneur Sustino Sionepoe, le jeune évêque du diocèse, et du presbytérium du diocèse, donc par les neuvaines qui a démarré début février. Donc, justement, prier pour implorer Dieu pour la pandémie, pour l'épidémie. Voilà. Bien que Wallis et Futuna, voilà, est épargné. Alors, vous avez prié pour tous les malades. C'était aussi une forme de solidarité. Maintenir le lien, prier aussi pour vous, être solidaire, être attentif à la richesse de nos territoires. C'est ce qu'on peut retenir en tout cas de tout ce que vous nous avez offert généreusement en si peu de temps, j'en suis bien consciente. Un immense merci à vous tous d'avoir été avec nous. J'espère que de cette crise naîtra effectivement l'envie de construire un monde plus solidaire et plus fraternel. J'espère vous retrouver dans une autre émission plus longue la prochaine fois. Un grand merci à vous tous et à toutes les équipes techniques qui ont assuré cette connexion de nos territoires d'outre-mer. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche prochain.